partage d'écran. Je vous avoue que je ne peux pas faire mieux. Donc, j'espère que vous avez les diapositives complètes. Donc, ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire une petite overview du lien entre le système HLA et les pathologies auto-immunes, voire les immunitaires, puisque parfois le caractère auto-immun est un petit peu difficile à expliquer. J'ai pris le parti, c'était très vaste comme sujet, donc j'ai pris un peu le parti de plutôt entrer dans l'explication de la mécanistique immunologique. On ne verra pas tout ce qui est apport technique pour réaliser un typage HLA dans ce type de pathologie. Très succinctement, c'est juste une diapositive d'introduction, c'est juste pour vous rappeler qu'une maladie auto-immune, c'est une rupture de la tolérance du soi, tout simplement parce que votre système immunitaire, via vos lymphocytes T ou lymphocytes B de votre immunité adaptative, va reconnaître un auto-antigène et s'activer contre lui. Cette réponse immunitaire qui va s'activer va donc induire la synthèse de cytokines, une réactivité cellulaire, une réactivité humorale, et tout ceci va conduire à un état inflammatoire qui va provoquer des lésions au niveau de la cellule et au niveau donc des tissus. Retrouver des étiologies à ces pathologies auto-immunes, c'est très complexe puisqu'on se rend compte qu'elles sont multifactorielles. Alors bien évidemment, il y a un terrain génétique prédisposant et c'est pour ça qu'on est amené dans un laboratoire d'histocompatibilité à travailler sur ce type de pathologie, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi également des facteurs environnementaux qui interviennent, il y a des facteurs hormonaux qui interviennent, des prises de médicaments qui vont induire, notamment par exemple comme pour les lupus, ces pathologies auto-immunes. Donc, dans la majorité des cas, les étiologies peuvent être inconnues. Ces maladies auto-immunes vont évoluer le plus souvent chroniquement sur plusieurs années, et puis vous avez des terrains de pathologies auto-immunes qui font que certains patients vont associer plusieurs pathologies auto-immunes. Alors, ce schéma, vous le connaissez, mais c'est parce qu'on va beaucoup y revenir en voyant la mécanistique immunologique de ces liens HLA et maladie. Vous savez que votre réponse immunitaire adaptative, elle est médiée par vos lymphocytes, et notamment vos lymphocytes T, CD4 et CD8, qui ont la capacité de reconnaître via le récepteur des cellules T, donc le TCR, des peptides qui sont accrochés, présentés par des cellules du complexe, par des protéines du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, une cellule va découper un antigène en petits peptides. Ces petits peptides vont être présentés par la molécule HLA, soit de classe 1, soit de classe 2, et le pouvoir présenter ce peptide au lymphocyte T, le TCR du lymphocyte T, et activer la réponse immunitaire. Donc, très spécifiquement, les peptides présentés par le CMH de classe 2 vont être reconnus par le TCR des lymphocytes TCD4 et les peptides présentés par les CMH de classe 1 vont être présentés au TCR des lymphocytes TCD8. Vous avez une troisième cellule qui intervient, qui n'est plus une cellule de l'immunité adaptative, mais plutôt une cellule de l'immunité innée, qui également est capable de reconnaître des molécules HLA de classe essentiellement 1. Et ces molécules HLA sont reconnues par ces cellules natural killer, non pas par le peptide, mais directement par le récepteur KIR. Donc, c'est très vaste parce que des pathologies auto-immunes, il y en a énormément, donc on ne va pas pouvoir toutes les balayer aujourd'hui. Si vous voulez une overview un petit peu de ces liens HLA et maladies auto-immunes, je vous ai sélectionné 2 revues que vous pouvez retrouver qui vont balayer un petit peu tout le champ physiopathologique de cette relation HLA-maladie. Et si l'on prend un petit peu plus succinctement certaines pathologies, vous avez dans ces revues un tableau qui vous représente un profil de plusieurs maladies auto-immunes avec les liens HLA-maladie que l'on peut connaître. Donc vous avez par exemple ici la polyarthrite rhumatoïde, qui est une arthralgie inflammatoire, pour lequel on a un lien avec le HLA du fait de la théorie de l'épitope partagé, puisque certaines molécules HLA vont montrer une identité en position 70-74, qui est une position de liaison entre le HLA et le peptide. Donc vous avez certains allèles HLA qui ont cette communauté épitopique au niveau de ces positions 70-74, que l'on peut voir avec le DRB1 0401.
le 404, le 405, le 408, mais également d'autres protéines comme le D1, le D102, également pour ce lien avec la périarthromatolie et le D4. On a une pathologie de la dysphagia, donc elle, on en parlera un peu plus, donc c'est un lien. Vous avez le corialis, qui est une pathologie cutanée déploiement qui est reliée avec le HCC6. Vous avez également Désolée, mais je t'interromps. Le son est vraiment très mauvais. On n'entend pas seulement. Alors, donc, on n'entend pas. Très bien, très bien. Et comme ça, là c'est bon. C'est bon, d'accord. Bon, je me suis juste arrêté et remis. J'étais au lupus. Le lupus qui est associé à certains HLA-DRB1, notamment le DR17 et le DR15. Vous avez le diabète qui est associé au DR4-DQ8, mais également au DR17-DQ2. Vous avez également la sclérose multiple avec le DR15. Vous avez la maladie de Crohn qui peut être associée avec le DR103, le DR95 et ainsi de suite. Et vous avez plein d'autres pathologies, notamment comme la maladie de Basedow, qui est une hyperthyroïdie. Si on va commencer tout simplement par ce que je pense on fait le plus dans un laboratoire d'histocompatibilité, c'est le HLA-B27 relié aux spondylarthropathies. Les spondylarthropathies, c'est une famille de pathologies rhumatismales, inflammatoires, qui vont se caractériser par des atteintes qui sont soit axiales, notamment au niveau lombosacré, avec des douleurs, mais également des atteintes articulaires périphériques. On a d'autres localisations inflammatoires qui sont bien identifiées pour ce type de pathologie, notamment au niveau de l'insertion, au niveau de l'os, de vos ligaments et de vos tendons, ça s'appelle des enthèses, des atteintes inflammatoires au niveau de l'œil, au niveau de l'UV, et des atteintes au niveau du tube digestif. Au niveau articulaire axial, lorsque le patient va avoir cette pathologie chronique inflammatoire, vous allez avoir à la fin des douleurs invalidantes qui vont être le signe en fait d'une soudure des vertèbres et donc vont induire chez ce patient des douleurs et puis une diminution de sa mobilité. C'est une pathologie fréquente, on trouve une prévalence de 0,4 à 1,3% aux USA, c'est plus faible en Afrique et en Asie. Et ce lien avec HLA-B27 est connu depuis longtemps. C'était très bien. Depuis 1973. Si on regarde les patients qui sont HLA-B27 et bon, ben. à 100 fois augmenter de faire cette pathologie. Et si on prend l'ensemble des patients qui sont HLA-B27, 5% d'entre eux vont développer la maladie. Donc, on a plusieurs entités en fait de spondylarthropathie. On a la spondylarthropathie ankylosante qui est bien reliée avec le HLA-B27. 75 à 90% des patients seront HLA-B27 positifs. Et puis, vous avez d'autres pathologies de spondylarthropathie, de spondylarthrite, d'autres sous-familles, notamment la spondylarthrite axiale non radiographique. C'est une spondylarthrite pour laquelle on n'a pas vu encore en radiographie conventionnelle des lésions de sacroïlite, donc d'inflammation entre la jonction entre l'os iliaque et le sacrum. Mais on peut retrouver quand même ces lésions inflammatoires de sacroïlite à l'IRM et on peut voir un état inflammatoire au niveau de la biologie.
Vous avez une troisième pathologie qui est l'arthrite réactionnelle, qui en fait, c'est une arthrite qui est induite par une infection bactérienne locale, notamment au niveau du tractus génital et digestif. Et donc, cette arthrite réactionnelle est classiquement composée d'une triade clinique avec une arthrite, une urétrite et une conjonctivite. Et chez ces patients, 30 à 60% d'entre eux auront l'allèle HLA-B27. On a également les rhumatismes psoriasiques, qui sont une pathologie mixte entre ces atteintes cutanées d'esquamante et ces arthrites inflammatoires. Et généralement, dans ce type de pathologie, les atteintes cutanées apparaissent avant les atteintes inflammatoires articulaires. Et chez ces patients atteints de rhumatisme psoriasique, on retrouve HLA-B27 chez 20 à 50% des patients. Vous avez une autre entité d'arthrites qui sont associées aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et donc, ces pathologies-là, vous retrouverez HLA-B27 chez 10 à 40% des patients. Vous avez les arthrites qui sont notamment très périphériques, avec notamment surtout des localisations au niveau des antelles, donc ces insertions ligamentaires et tendineuses au niveau de votre os. Et puis, vous avez une dernière entité qui sont les spondylarthrites indifférenciées, qui sont très voisines des spondylarthrites non radiographiques, mais donc pour lesquelles vous n'avez pas de lésions inflammatoires au niveau radiographique, mais vous avez en plus donc des lésions digestives. Au niveau de la pathologie de ces signes cliniques, de ces pathologies, on peut retrouver d'autres manifestations articulaires, notamment des uvéites avec une inflammation de l'UV, donc de l'iris, et notamment aussi de la chorioïde qui est la membrane de vascularisation. Vous pouvez avoir également des dactylites qui sont donc des inflammations et des gonflements des doigts et des orteils, des atteintes au niveau des antelles, donc ces insertions ligamentaires ou tendineuses. Vous pouvez avoir des kératodermies palmoplantaires qui sont donc des hyperkératoses palmaires. Et puis ici, vous avez un signe avec de psoriasis, cette pathologie prurigineuse d'esquamante, ainsi que des déformations articulaires périphériques. Si on peut faire un lien clinique entre la présentation clinique et la présence de HLA-B27, être B27 positif, c'est plutôt avoir des localisations centrales avec sacroïlite et une atteinte oculaire de type uvéite. Et être B27 négatifs seront plutôt pour les patients avec des arthrites périphériques, notamment avec des dactylites. Si on prend une méta-analyse qui a été faite en 2017, qui a repris à peu près 9000 patients atteints de SPA, qui ont été comparés à 20 000 sujets sains, on retrouve cette association avec HLA-B27, mais avec des allèles un peu particuliers de HLA-B27, notamment la B2702, B2704, B2705 et B2707, sachant que si l'on se réfère à d'autres populations, on trouvera que d'autres allèles B27, comme B2706 en Asie et B2709 en Italie du Sud, sont plutôt protecteurs. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une notion de communauté allélique et donc de présentation de codons au niveau de la poche à peptides de votre molécule HLA-B27. Et on ferait donc plus souvent des spondylarthrites lorsque l'on aurait sur ce B27 une asparagine qui est présente en position 97 dans la poche à peptides. Donc ça se traduit au niveau de la présence de codons avec en position 97 des codons ATT qui vont traduire pour une asparagine, et vous retrouverez ici ce trio 2702, 2704 et 2705 qui sont très fortement liés à la maladie. Et vous avez ici les autres possibilités de codons que l'on peut retrouver sur les autres allèles B, notamment B13 et B15. Alors pourquoi? C'est un petit peu à cette question que je voulais répondre aujourd'hui, c'est pourquoi fait-on une SPA lorsque l'on est HLA-B27? Alors, la réponse absolue, on ne va pas la voir, mais on va pouvoir donner plusieurs hypothèses physiopathologiques de ce lien entre ce HLA et cette maladie. Je vous ai mis un petit peu de couleurs, donc vous avez 4 flèches de 4 couleurs différentes pour vous montrer un petit peu dans quelle zone on pourrait se situer au niveau de notre réflexion. La première théorie serait la théorie du peptide arthrogénique, où on pourrait
ici, pardon, où l'on pourrait présenter un peptide un peu particulier à notre système immunitaire. La deuxième raison, c'est la théorie de la protéine mal repliée. On aurait une anomalie conformationnelle de notre HLA-B27 qui conduirait à l'état inflammatoire. La troisième raison serait la présence également de HLA-B27 de forme un peu particulière à la surface de la cellule. Et il y aurait également une quatrième raison de découpage de peptides au niveau de votre réticulum endoplasmique. Si on prend la première théorie, qui est la théorie du peptide arthrogénique, l'idée, ça revient sur cette diapositive d'introduction que je vous ai montrée tout à l'heure sur la présentation des CMH et le lien avec le TCR du lymphocyte T. Et donc, vous présenteriez un peptide un peu particulier via votre HLA-B27 au TCR d'un lymphocyte T CD8. Et c'est ce peptide un peu particulier qui induirait l'activation de votre lymphocyte T CD8 et donc l'état inflammatoire. Le problème pour cette théorie de ce peptide arthrogénique, c'est qu'on a vu qu'on avait différentes allèles de B27, que certaines étaient induisaient ou étaient très fortement reliées à l'émergence de la pathologie et donc étaient plutôt protecteurs. Donc, par des analyses de bioinformatique, on est capable de voir la liste des peptides qui peuvent s'insérer dans la poche à peptides de tel ou tel allèle HLA, et le but était de rechercher le peptide capable d'être présenté par du B2702 ou B2704 et non pas par du B2706. Et donc, pour l'instant, ce peptide qui pourrait s'accrocher électivement aux allèles B27 capables d'induire la maladie n'ont pas été identifiés. La deuxième étiologie possible, une deuxième mécanique possible pour ce lien chez la maladie, c'est l'accumulation d'une protéine mal repliée. Cette accumulation de protéine B27 pourrait se faire dans le réticulum endoplasmique et activer la voie UPR, qui est la voie de réponse aux protéines mal repliées. Et cette activation par cascade va induire la sécrétion d'interleukine 23. Cette interleukine 23 va activer les cellules productrices d'IL-17, donc des lymphocytes Th17, et cette interleukine 17 va pouvoir activer la cascade d'inflammation. La troisième étiologie possible, c'est la présence de protéines anormales au niveau de la surface de la cellule, et notamment une production de molécules HLA-B27 qui vont se présenter en homodimères, donc deux chaînes lourdes, mais cette fois-ci qui ne seront pas stabilisées par une molécule de bêta-2 microglobuline. Donc vous allez avoir une conformation bizarroïde à la surface de votre cellule, et automatiquement, vous allez mettre un petit peu en défaut votre TCR, et cet homodimère de B27 pourrait être notamment reconnu par le TCR des lymphocytes TCD4. Il pourra également être reconnu par des récepteurs KIR de certaines cellules natural killer. Et notamment lorsque ces natural killers, qui sont porteuses du KIR 3DL2, vont pouvoir reconnaître cet homodimère HLA-B27, vous allez activer ces cellules qui vont également produire de l'interleukine 17 et activer votre cascade de conjugaison, d'inflammation. En point positif pour cette théorie, c'est que si l'on regarde la composition lymphocytaire du liquide inflammatoire au niveau articulaire, donc dans le liquide synovial, on va retrouver des cellules Th17. Et puis, cette troisième théorie d'homodimère de surface montre qu'en fait, il y a également d'autres composants qui intervient, c'est la bêta-2 microglobuline. Elle n'est plus là pour stabiliser votre molécule HLA-B27, donc elle est libre. Et elle peut soit précipiter à l'intérieur de votre cellule et provoquer donc un état inflammatoire, soit venir se déposer dans le liquide synovial articulaire. Donc cette théorie de l'homodimère de surface fait appel à cette double chaîne lourde B27, mais également à la bêta-2 microglobuline qui est libre. La dernière étiologie physiopathologique qui peut être énoncée, c'est le système ERAP. Donc, le système ERAP, ce sont des enzymes qui sont présentes dans le réticulum endoplasmique de vos cellules. Et ces enzymes sont des peptidases et elles sont là pour découper votre antigène en peptides. On a remarqué qu'il y avait des profils enzymatiques chez les patients, ce qui fait que des patients peuvent avoir un certain nombre
de peptidase bien particuliers par rapport à d'autres. Ce qui fait qu'on a établi des profils ERAP1, ERAP2 en fonction de votre profil enzymatique. Et donc, selon votre profil, selon que vous soyez ERAP1 ou ERAP2, vous allez découper différemment les peptides. Et il semblerait que le profil ERAP1 influence sur la quantité et la qualité de ces peptides qui sont découpés. Ce qui fait que par cette théorie de ERAP1, vous allez revenir sur la théorie du peptide arthrogénique, puisque vous avez donc des patients ERAP1 qui vont découper les peptides différemment que les patients ERAP2, et ce peptide découpé différemment peut devenir un peptide arthrogénique présenté par le TCR de la cellule qui va activer les lymphocytes TCD8. Donc, voici les 4 mécanismes que l'on avait vus, que je voulais vous montrer pour la spondylarthrite ankylosante. La deuxième pathologie très intéressante pour nous, c'est la maladie cœliaque, qui est une entéropathie inflammatoire de mécanisme immunologique qui est due à l'ingestion de protéines que l'on retrouve dans les céréales, et ces protéines ont un nom générique que l'on appelle gluten. Alors, il y a plein de céréales dans lesquelles on retrouve du gluten, et heureusement d'autres où on n'en retrouve pas. Donc, vous avez des céréales comme le blé, l'orge, le triticale, le seigle, qui sont riches en gluten. L'avoine est une céréale un peu intermédiaire puisqu'elle a un analogue du gluten dans sa composition. Et puis, vous pouvez retrouver d'autres céréales sans gluten, comme le riz, le maïs, le sarrasin et le millet. Donc, j'ai repris ça. Ceux qui sont intéressés par tout ce catalogue peuvent retrouver ces articles. Alors, il y en a plein sur Internet. Et puis, notamment, vous avez un site Internet pour les patients atteints de maladie cœliaque où vous allez retrouver tous les aliments dangereux en gluten et tous ceux que vous pouvez plutôt facilement retrouver sans gluten. Donc, c'est une pathologie fréquente. Alors, on va juste parler vraiment de maladie cœliaque et non pas d'intolérance au gluten, puisque le régime sans gluten est venu à la mode, mais il n'a pas une relation immunologique comme nous, on l'entend dans nos laboratoires HLA. Donc, la maladie cœliaque, c'est une maladie qui est fréquente, avec une prévalence de 0,5 à 1% sur la population générale. C'est une maladie qui se traduit par de nombreux signes cliniques, notamment par des signes tout d'abord digestifs, avec des douleurs abdominales, des alternances de diarrhée et de constipation, des nausées et des épisodes de vomissement. C'est une pathologie qui va se caractériser par un syndrome de malabsorption. Donc, vous allez avoir des déficits en vitamines, notamment en vitamine B, en vitamine K, en acide folique, en fer. La conséquence de cela, ça va être des signes généraux avec de la fatigue, ça va être des signes hématologiques avec notamment des anémies. Et vous allez également avoir d'autres signes présents dans cette pathologie, comme des aftes au niveau de la bouche, des signes cutanés avec une dermatite herpétiforme notamment, et également des signes gynécologiques. Si l'on veut regarder quelle est l'implication de cette maladie cœliaque et de ce mécanisme auto-immun, il faut aller faire une fibroscopie œsogastro-duodénale et faire une biopsie du duodénum. Et cette biopsie du duodénum va montrer une atrophie des villosités intestinales qui va être détruite par un infiltrat inflammatoire. Donc vous voyez, tous ces petits points violacés noirs, ce sont des noyaux de lymphocytes. Donc, trace, reflet de la forte réponse inflammatoire. Et cette réponse inflammatoire va donc détruire vos villosités intestinales qui sont là en fait pour augmenter votre surface d'absorption. Et donc par destruction de ces villosités intestinales, vous allez avoir une diminution de l'absorption et donc le syndrome de malabsorption. C'est une maladie auto-immune, donc on va y trouver également des auto-anticorps. Et ces anticorps sont dirigés contre des composants de la lumière intestinale, notamment la transglutaminase tissulaire et l'endomysium. Et ces anticorps pourront être de type notamment IgA et également IgG. Alors, le lien entre HLA et maladie cœliaque est bien établi, puisque vous savez que les patients sont soit HLA-DQ2, soit HLA-DQ8, sachant que 90% des patients sont DQ2 pour 10% qui seront DQ8. Vous avez besoin également d'un auto-antigène pour faire cette maladie auto-immune, ce sera votre transglutaminase tissulaire.
Vous avez besoin d'un facteur environnemental, c'est ces protéines présentes dans les céréales qui sont le gluten. Et puis, tout ça ne suffit pas en fait. Si on fait une analyse du génome, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gènes qui sont reliés à la présence d'une molécule d'une maladie cœliaque. Et actuellement, plus de 100 gènes non HLA ont été potentiellement reliés à cette maladie cœliaque. Le HLA, bien sûr, il est transmis par haplotype, donc vous ne serez pas étonné que l'on retrouve facilement un composant héréditaire dans cette pathologie, avec une récurrence familiale, avec plusieurs cas familiaux de maladies cœliaques dans la famille, et notamment ce fort lien génétique se retrouve quand on étudie une population de jumeaux monozygotes, où on va retrouver que 80% des 2 jumeaux seront atteints de cette maladie cœliaque. Donc un fort lien établi, donc génétique, et notamment par le système HLA. Par contre, dire HLA-DQ2 ou HLA-DQ8, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un petit peu insuffisant. Déjà, HLA-DQ2, DQ8, c'est très présent dans la population générale, puisqu'on estime que 30 à 40% des caucasiens sont soit porteurs du DQ2, soit du DQ8. Donc, il est aujourd'hui plus intéressant d'aller un petit peu plus loin dans l'étude du DQ2, DQ8 et aller au niveau allélique et regarder également l'association avec la chaîne DQ1. Et on se rend compte que l'haplotype le plus à risque pour développer une maladie cœliaque, c'est l'association entre le HLA-DQB1 0201 et le DQA1 0501 que l'on appellera DQ2.5. Vous avez également un haplotype fortement concerné qui est le DQ202 associé au DQA1 0201 et on l'appellera DQ2.2. Vous avez également le DQ8, donc via son DQB1 0302 associé au DQ1 0301. Et on estime donc qu'on est plus à risque de faire une maladie cœliaque que lorsqu'on est DQ2 par rapport au DQ8. Et en fait, on peut stratifier un petit peu ce risque en étudiant ces allèles. On peut effectivement se rendre compte que la population la plus à risque sera la population qui est homozygote HLA-DQ2.5, donc l'association 201 avec 501. Ceci sera plus à risque que d'être double hétérozygote entre le DQ5 et le DQ2, et plus à risque que lorsque l'on est hétérozygote simple, notamment avec le DQ2.5. La double hétérozygotie DQ2, DQ8, mais qui associe DQ2.5 et DQ8, également une association de risque intermédiaire à élevé, donc inférieure à DQ2.5 homozygote, mais également supérieure aux autres. Et en fait, je vous ai dit qu'il ne suffisait pas de regarder DQB1, il fallait regarder DQ1, mais il y a également un intérêt à regarder DRB1, puisqu'on se rend compte qu'il y a un lien entre, de par le déséquilibre de liaison évidemment, mais qu'il y a un lien également avec l'haplotype complet classe 2 DRB1 DQB1, qui va être, c'est vrai, intéressant à regarder pour le diagnostic de maladie cœliaque, et on se rend compte que le DQ2.5 qui est à risque élevé l'est quand il est associé au DR17. Le DQ2.2, par contre, est plutôt associé au DR11-12 et au DR7. Et le DQ8 est plutôt associé au DR4. Mais l'intérêt de cette étude de DRB1 devient primordial lorsque l'on va étudier les patients qui vont avoir une co-occurrence de maladies auto-immunes, notamment une association entre un diabète de type 1 et une maladie cœliaque. Et on se rend compte que ces patients sont surtout DR17, DQ2.5 homozygote. Donc, voici un petit peu le tableau résumé de cette prévalence d'allèles en lien avec le HLA, sachant qu'une fois que l'on sort du dogme DQ2, DQ5, il est excessivement rare de diagnostiquer une maladie cœliaque. Donc, pour faire un diagnostic de maladie cœliaque, on a besoin, vous avez vu, c'est plurifactoriel, on a besoin d'un facteur environnemental qui est le gluten, on a besoin de molécules HLA, on a besoin de signes digestifs à la fibroscopie oso-gastro-duodénale, donc il va falloir proposer un algorithme diagnostique. Alors je vous propose celui-là, c'est du pur corporatisme. Donc, si vous voyez bien ce petit détail, je vous mets la figure 2 de cet article, tout simplement parce que la figure 1 de cet article proposait déjà un algorithme diagnostique, mais
un algorithme dans lequel n'apparaissaient pas les molécules HLA. Donc, on va faire du corporatisme aujourd'hui et on va se dire que le HLA est indispensable pour faire un diagnostic de maladie cœliaque, mais ça dépendra des équipes et des référentiels des gastro-entérologues. La question, c'est où va-t-on situer notre étude de HLA dans cet arbre diagnostique de maladie cœliaque? Eh bien, cet algorithme nous propose de commencer par rechercher les auto-anticorps, notamment de type IgA, qui sont dirigés contre la transglutaminase tissulaire et l'endomysium. Si ces anticorps sont négatifs, vous avez une susceptibilité clinique avec des signes cliniques qui peuvent vous évoquer maladie cœliaque. C'est intéressant de faire DQ2, DQ8. Et si votre patient n'est ni DQ2 ni DQ8 et qu'il n'a pas d'anticorps, on peut aisément penser qu'il n'a pas de maladie cœliaque. On n'ira pas jusqu'à la biopsie. Si vos anticorps sont négatifs et que pourtant il est DQ2, DQ8, que vous avez une symptomatologie qui peut évoquer la maladie cœliaque, il est intéressant de revenir en arrière pour faire une biopsie et voir si vous avez des répercussions histologiques de cette maladie cœliaque. Si vos anticorps sont positifs, eh bien, vous allez aller directement à la biopsie. Vous n'allez pas passer par la case typage HLA. Et c'est en fonction des résultats de la biopsie que vous allez définir si vous faites un typage HLA ou pas. Si votre biopsie est positive, vous allez poser le diagnostic. Donc, il n'est pas recommandé de rechercher DQ2, DQ8. Par contre, si vous avez une biopsie qui revient négative, donc vous avez un paradoxe entre la présence d'auto-anticorps révélateurs d'une pathologie et l'absence de signes histologiques de cette pathologie, il peut être intéressant, là, cette fois-ci, de faire DQ2, DQ8. Si vous n'avez pas de DQ2, DQ8, c'est que facilement votre patient ne fait pas de maladie cœliaque, vous pouvez vous arrêter là. Par contre, s'il est DQ2, DQ8, il est possible que votre biopsie n'ait pas montré les résultats escomptés, et donc il faudra la refaire, mieux l'orienter et la refaire dans le temps. Donc vous voyez, notre typage HLA n'arrive pas en première position dans un algorithme diagnostic de maladie cœliaque, et il n'apparaît même pas dans certains algorithmes. Alors pourquoi? Parce qu'on est DQ2 et DQ8, on va faire une maladie cœliaque. Alors je vous ai mis cette représentation parce qu'elle était très colorée, mais elle va vous montrer, alors je pense que vous avez un petit peu l'image tronquée, mais elle vous montre 14 étapes qui permettent d'expliquer l'état inflammatoire dû à la présentation de peptides particuliers par vos molécules HLA. Donc en fait, tout part de votre lumière intestinale où vous avez des fragments de ces céréales, de ces protéines de céréales qui gravitent, donc du gluten avec des fragments de gliadine. Ces fragments de gliadine, au niveau de votre lumière intestinale, ils sont capables de se fixer à un récepteur de type CXCR3 et cette fixation va induire le relargage de zonuline. La zonuline va augmenter votre perméabilité intestinale et donc va favoriser la translocation de peptides de gliadine. Ceci va induire la synthèse et le relargage d'interleukine 15 qui vont être capables de recruter notamment des polynucléaires neutrophiles pour commencer votre état inflammatoire. Ces peptides de gliadine, ils sont également capables de se lier, puisqu'ils deviennent un substrat de cette enzyme, qui est la transglutaminase tissulaire. Et donc, je vous rappelle que les patients font des anticorps anti-transglutaminase tissulaire, tout simplement parce que vous allez avoir des complexes qui se font entre la transglutaminase tissulaire et votre fragment de gliadine. Et cette association transglutaminase tissulaire gliadine va être reconnue par deux molécules HLA bien particulières qui sont DQ2, DQ8 et seront donc présentées à des lymphocytes T CD4, puisque ce sont des molécules HLA de classe 2. Et vos lymphocytes T CD4, selon leur profil immunologique, vont pouvoir induire soit une réponse immunitaire de type TH2, qui est donc plutôt une réponse immunitaire de type humoral, et qui vont donc induire la synthèse de ces auto-anticorps anti-transglutaminase et anticorps anti-endomysium, et également induire une réponse plutôt immunitaire cellulaire via une réaction de type TH1 avec synthèse de cytokines et donc état inflammatoire au niveau de votre muqueuse intestinale.
Toujours est-il que donc cette association de polynucléaires neutrophiles, de lymphocytes CD4-TH2 avec production d'auto-anticorps, de lymphocytes TH1 avec relargage de cytokines et activation de votre immunité cellulaire, va induire un état inflammatoire très important au niveau de vos villes intestinales qui vont être détruites par cette réponse inflammatoire. En troisième mécanisme, et là je vais aller très rapide sur celle-ci, en fait je ne voulais pas vous la mettre initialement, et puis hier je me suis dit que j'allais vous la remettre quand même parce que c'est une indication que l'on voit fréquemment arriver dans nos laboratoires chez là, c'est narcolepsie et lien avec DQB1 0602. Alors la narcolepsie, c'est la maladie du sommeil, c'est la maladie de Gélino qui se traduit par un accès de sommeil dans la journée, de 10 minutes à 1 heure chez les patients qui vont avoir un très fort brusque relâchement du tonus musculaire. La prévalence de cette pathologie est d'un individu sur 2800 et on retrouve un lien avec le DQB1 0602 puisque 82 à 99% des patients atteints de maladie de Gélino présentent cet allèle bien particulier. Et puis, le DQ6, c'est quelque chose qui n'est pas rare dans nos populations. On sait que près de 12 à 40%, selon les populations étudiées, peuvent exprimer également du DQ6. Alors, la théorie, parce que là aussi ce n'est qu'une théorie, c'est une théorie qui a été ravivée par notre épidémie de H1N1. Alors, on a beaucoup parlé de Covid-19 déjà dans ces webinaires, mais avant, souvenez-vous, il y a 10 ans, on avait une épidémie de H1N1, d'un virus de la grippe, et il avait été remarqué une augmentation de la prévalence de la narcolepsie dans ces populations. Donc, il a été théorisé le lien entre la narcolepsie, une infection grippale et la présence de l'allèle DQB1 0602. Le lien serait que lorsque vous êtes contaminé par ce virus de la grippe, vous allez présenter des peptides de la grippe à vos lymphocytes CD4, et ces lymphocytes CD4, cette interaction peptide de la grippe portée par un DQ602 présenté aux lymphocytes CD4 vont activer ces lymphocytes T qui vont passer la barrière hémato-encéphalique. Et ces lymphocytes T, via leur profil TH1 ou TH2, vont soit induire la synthèse d'anticorps, soit induire une réponse immunitaire inflammatoire, qui vont venir reconnaître des neurones un peu particuliers, des neurones qui sécrètent un neuromédiateur qui est l'hypocrétine. Et cette hypocrétine, c'est un neuromédiateur qui est impliqué dans la régulation de notre sommeil, de nos phases d'éveil et de notre métabolisme. Alors, c'est purement théorique parce qu'on pense qu'il y a des auto-anticorps anti-hypocrétine qui seraient responsables de la physiopathologie, mais ces auto-anticorps n'ont pas encore été identifiés. Et donc, cet lien grippe, DQ602 et narcolepsie doit être encore prouvé. Le dernier point que je veux voir avec vous, c'est également dicté par le fait des indications que l'on voit dans le laboratoire HLA, c'est la notion d'hypersensibilité médicamenteuse liée à notre système HLA. Alors, on est très fortement mis à contribution en recherchant le HLA B57 pour l'hypersensibilité à la bacavir, mais en fait, ce n'est pas le seul exemple d'hypersensibilité médicamenteuse que l'on peut retrouver dans la littérature. Donc, vous avez une revue qui a été faite en 2017 qui va pouvoir vous mettre en lien les molécules HLA incriminées en fonction du médicament ingéré par le patient. Et notamment, les études qui ont été faites selon la population étudiée et donc notamment son caractère ethnique. Les signes que l'on retrouve de ces hypersensibilités médicamenteuses sont très souvent cutanés, qui peuvent aller jusqu'à des épidermolyses, donc la peau qui se décolle, mais vous pouvez également trouver des répercussions hépatiques et également générales de cette hypersensibilité médicamenteuse. Alors, le B5701 relié à la bacavir, vous le connaissez très bien, mais il y a d'autres médicaments incriminés. Il y a la carbamazépine, c'est Tegretol, qui montre des effets secondaires, notamment cutanés, dans les populations asiatiques
qui sont porteuses du B1502, et on peut retrouver ces symptomatologies cutanées dans la population caucasienne, mais plutôt reliées avec le A3101. On a également des signes cutanés entre les patients prenant de l'allopurinol et porteurs du B5801. Vous avez l'adapsone, c'est un antibiotique utilisé dans la lèpre, mais qui est également utilisé en dermatologie pour les dermatites herpétiformes. Alors, c'est un médicament assez intéressant parce qu'il a déjà des liens avec, il a plusieurs liens avec certaines anomalies biologiques. C'est un médicament qui peut provoquer des anémies hémolytiques chez les patients qui ont un déficit en G6PD. Et donc, ce sont des médicaments qui également peuvent entraîner des hypersensibilités médicamenteuses lorsque vous êtes porteur du B1301. Je vous laisserai relire toute cette liste de médicaments qui peuvent être impliqués et reliés avec des molécules HLA concernant leur réaction d'hypersensibilité. Et en fait, on peut expliquer par la mécanique immunologique, et on revient toujours à ce schéma d'un TCR qui reconnaît un peptide accroché sur une molécule HLA. Et vous avez des médicaments qui viendraient interférer dans cette reconnaissance TCR-CMH peptide. Et en interférant, ils viennent en fait modifier votre réponse puisque le TCR va reconnaître en fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et donc, vous avez souvent le lien de votre médicament à un peptide du soi qui est ancré sur votre molécule HLA, qui normalement ne doit pas activer votre TCR, et donc ne doit pas activer votre lymphocyte T. Eh bien, la présence de ce médicament va tout modifier et donc induire une activation de votre TCR. Il y a 3 modes de présentation qui ont été théorisés par les pharmacologistes. Le premier, c'est le modèle de l'aptène. Votre médicament, il est trop petit pour pouvoir induire une réponse immunitaire, mais quand il va commencer à se fixer à une protéine un peu plus grosse, eh bien, il va pouvoir ensuite se fixer sur ce peptide endogène présenté par votre molécule HLA, et cette fois-ci, il devient reconnaissable par le PCR. C'est le cas des liens HLA maladie et allergie à la pénicilline, hypersensibilité à la pénicilline, puisque la pénicilline peut se fixer sur l'albumine et donc induire une réponse immunitaire par activation du TCR, par reconnaissance donc, du TCR. Le deuxième modèle, c'est le modèle PI pour Pharmacological Interaction. Cette fois-ci, tout à l'heure, on avait une liaison covalente, donc stable entre votre protéine et votre médicament. Cette fois-ci, c'est une liaison instable, donc non covalente. Et ce médicament peut se fixer un petit peu partout. Il peut se fixer sur la molécule HLA, il peut se fixer également sur le TCR, et ceci va donc induire une activation de TCR. C'est ce que l'on voit avec le sulfaméthoxazole. Et puis la troisième théorie qui nous intéresse, c'est celle de l'abacavir avec le B5701, qui fait appel à la théorie du répertoire altéré, où cette fois-ci, votre abacavir va avoir la capacité de se loger directement dans votre poche à peptides, et notamment il se loge en position 9 sur la poche F, et le fait d'avoir votre abacavir qui va venir se loger dans cette poche F, votre peptide endogène ne va plus pouvoir prendre sa conformation normale, ce qui fait qu'il va être maintenant reconnu différemment par le TCR et va donc pouvoir activer le TCR. Donc ça, c'est une diapositive. Je remercie très officiellement Dominique Masson qui m'avait donné ces schémas, puisqu'elle avait fait un poster à l'EFI en 2019 sur les typages B5701 et abacavir. Donc, j'ai pu récupérer 2 schémas très intéressants sur ce lien HLA-B57 et hypersensibilité médicamenteuse. Et en fait, il nous montre que si abacavir se fixe, c'est parce qu'il est capable de reconnaître 3 acides aminés dans des positions particulières, qui sont une valine en position 97, une asparagine en position 114 et une sérine en position 116. Et ça devient intéressant lorsqu'on va faire un mapping de nos allèles HLA. On va avoir ici donc notre B5701 avec notre valine, notre sérine asparagine. Et on se rend compte que vous avez d'autres allèles qui peuvent être impliqués, puisque d'autres allèles vont présenter ces 3 positions particulières dans leur poche à peptides. Et ces 2 autres allèles qui pourraient nous intéresser sont B5706, donc qui est identique à B5701 sur cette association d'acides aminés, ainsi que
B5708. Donc, ceci nous dit tout simplement qu'effectivement, vous pouvez avoir d'autres allèles, en théorie, qui peuvent être incriminés dans la liaison hypersensibilité HLA-B5701. Ce qu'avait montré Dominique dans son poster, c'est qu'en fait, B5706 et B5708 sont excessivement rares et donc moins sujettes à faire cette déclaration d'hypersensibilité médicamenteuse. Alors, c'est quoi l'abacavir? C'est un médicament utilisé chez les patients HIV, c'est un inhibiteur de la réverse transcriptase, c'est un médicament qui est connu depuis 1998, et en fait, dès 2002, avait été évoqué ce lien entre l'hypersensibilité et la présence du B5701. C'est deux publications la même année dans le Lancet. Ce que l'on voit, c'est que si vous êtes B5701, eh bien 50% de ces patients, donc la moitié des patients B5701, vont faire une réaction d'hypersensibilité, ce qui est donc colossal en relation chez la maladie. Et généralement, les symptômes apparaissent dès les premières semaines, dans les 6 premières semaines, avec une hyperthermie, des fièvres, des troubles gastro-intestinaux, des troubles respiratoires, et puis, de façon rare, mais graves, ce sont des atteintes cutanées sévères avec des syndromes de Stevens-Johnson, des épidermolyses de type syndrome de l'aïeul, qui vont conduire le patient en réanimation et avec des risques d'infection cutanée qui peuvent être létales. Si on reprend cette étude qui a été faite en 2019, enfin qui a été publiée en 2019, l'étude Opéra, elle est intéressante même si c'est un peu une lapalissade parce qu'elle nous décrit ce que l'on savait. Ils ont tout simplement repris l'incidence des hypersensibilités avant que l'on recherche le B5701 chez les patients traités par abacavir. Ils ont regardé ensuite l'incidence des hypersensibilités après le screening des B5701. Donc en gros, vous avez un pourcentage d'effets secondaires chez une population HIV traitée par abacavir sans savoir si c'est une B5701 ou pas, versus une population pour laquelle on n'a pas prescrit abacavir parce qu'ils avaient du B5701. Et donc, sans surprise, ils voient que vous divisez par 10 le nombre d'effets secondaires d'hypersensibilité. Alors, on retrouve encore quelques notions d'hypersensibilité chez les patients B5701, ce qui laisse penser qu'il y a d'autres mécanismes qui interviennent, bien évidemment. Mais l'indication de ça, c'est que votre test biologique que vous faites au laboratoire divise par 10 le risque de faire dans une population générale, divise par 10 le risque de faire une hypersensibilité. Et chez les patients B5701, la moitié de ces patients vont faire cette réaction d'hypersensibilité. Donc, la conclusion de cette étude était très simple. Il faut faire du HLA B5701 avant d'introduire de l'abacavir chez un patient HIV. Et puis, parce que je n'avais pas le temps et je tiens mon timing, il y a d'autres façons de voir le lien chez la maladie et le système HLA est très important également dans l'infectiologie et je voulais un petit peu rebondir sur ce paradoxe du HLA B57 chez les patients HIV, puisqu'on vient de voir que c'était pas très opportun d'être B5701 puisque vous ne pourriez pas avoir accès à de l'abacavir, mais est-ce que c'est délétère de B57 quand vous êtes HIV? Eh bien, vous avez de nombreuses études qui ont été faites pour chercher des gènes soit de protection, soit de susceptibilité d'évolution de pathologie virale, et notamment, ça a été énormément étudié pour le virus HIV. Et vous avez toute une liste, alors il y a deux tableaux, hein, je ne vous ai pas mis les allèles qui induisaient une progression de la maladie plus rapide ou ce genre de choses, je vous ai donc mis les allèles qui étaient protectrices du HIV. Alors protectrice, il faut bien sûr mettre des guillemets, un bémol à cette notion de protection. Elle est protectrice dans le sens où vous contrôlez mieux la virémie du patient et où on se rend compte que les patients évoluent plus lentement vers le stade sida. Et donc parmi tous ces allèles, vous retrouvez votre HLA B57. Donc j'avais juste envie de vous signaler un petit peu ce paradoxe entre le fait de ne pas avoir envie de voir le B57 pour prescrire l'abacavir, mais en fait un peu l'envie de voir le B57 pour progresser plus lentement vers le stade sida. Alors pourquoi? C'est aussi de la mécanistique immunologique qui est également décrite.
qui pourrait expliquer pourquoi les patients qui sont porteurs de ces allèles protectrices, alors là vous avez le schéma avec le B27 à gauche, mais ça pourrait donc être du B57, pourrait expliquer pourquoi ces patients évoluent plus lentement vers le stade SIDA, ou ont des charges virales plus faibles. Alors, ce que les auteurs proposent dans cet article, c'est que les patients qui ne sont pas porteurs de ces allèles HLA protectrices, donc par exemple comme le HLA A3, vous aurez chez ces patients une augmentation de TIM sur les lymphocytes TCD8, et ce TIM devient en fait sensible parce qu'il va pouvoir interagir avec la galectine 9 qui est présente sur les lymphocytes T-régulateurs. Et donc cette interaction TIM-galectine 9 au niveau de vos T-régulateurs vis-à-vis de vos cellules CD8 notamment, eh bien, vont induire la destruction de ce contingent de lymphocytes TCD8. Et si vous détruisez ce contingent de lymphocytes TCD8, eh bien, vous avez moins de cellules réactionnelles vis-à-vis de vos cellules infectées CD4. Donc, par opposition à ça, les patients porteurs d'allèles protectrices comme B27 et B57, par contre, ne vont pas upréguler la synthèse de TIM à leur surface, donc il n'y aura pas d'interaction avec la galectine 9 des lymphocytes T régulateurs. Donc, ces lymphocytes T régulateurs ne viendront pas détruire vos lymphocytes TCD8, et donc vous aurez un plus fort contingent de lymphocytes TCD8 qui viendra faire une activité cytotoxique sur vos lymphocytes TCD4 infectés par le HIV. Voilà, j'ai essayé un petit peu de balayer. Il y a des pathologies qui sont passées à la trappe, bien évidemment. C'était difficile de faire quelque chose d'exhaustif sur ce domaine-là. Je n'ai pas abordé nos techniques biologiques, je n'ai pas abordé les traitements. Je me suis contenté des mécanismes physiopathologiques. Donc, je redonne la main à Valérie, peut-être, pour les questions.